bienvenue dans une nouvelle vidéo surprise, puisqu'aujourd'hui je vous propose un petit book haul, un bon book haul quand même, hein, qui n'était pas prévu puisque ce n'était absolument pas prévu que je craque à ce point-là, mais finalement étant allée en librairie hier, eh bien j'ai craqué, que voulez-vous? Dans ce book haul, je vous présente 10 livres au total. Sur ces 10 livres, vous avez pas mal de romans historiques quand même, et vous avez un peu de thriller policier en grande partie. Vous savez que ce sont mes deux genres de prédilection, donc on va retrouver ces deux genres-là dans ce book haul. Vous avez également deux services de presse parmi les 10 que je vais vous présenter et que je vais lire assez rapidement je pense, donc vous aurez probablement mes avis sur ces services de presse dans les prochains carnets de lecture, puisque vous savez que j'aime pas trop faire traîner les services de presse en règle générale. Et puis voilà, ce que je vous propose c'est qu'on commence dès maintenant avec les romans historiques. Premier roman historique que je vais vous présenter, il s'agit d'un roman édité chez Le Livre de Poche et il s'agit du roman Les Vents de Sable de Christine Anna. Alors Christine Anna, c'est une autrice que j'aime énormément. J'avais eu un gros coup de cœur pour son roman Le Paradis Blanc. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de tout arrêter là et de foncer acheter Le Paradis Blanc. On est sur un roman qui se passe en Alaska en grande partie et on est sur un fond de traumatisme de guerre lié à la guerre du Vietnam, et franchement c'est incroyablement bien écrit et j'ai adoré ce roman. Donc, autant vous dire que je regarde un petit peu ce qu'elle écrit maintenant, hein, et du coup, j'avais dans ma ligne de mire Les Vents de Sable. J'attendais vraiment qu'il soit sorti en poche pour l'acheter, donc c'est désormais chose faite. Je vous lis la 4e de couverture. Texas 1934, Elsa Martinelli mène une vie de rêve, une ferme dans les grandes plaines, de beaux enfants, un foyer uni. Mais sous les effets conjugués de la Grande Dépression qui condamne des millions de personnes à la misère, de la sécheresse qui ravage les récoltes et des effroyables tempêtes de poussière, son monde s'effondre. Lorsque son mari l'abandonne, elle doit faire le choix le plus difficile de son existence, se battre pour la terre qu'elle aime ou partir pour la Californie en quête d'une vie meilleure pour sa famille. Mais y a-t-il une seconde chance pour les exilés? C'est au cœur des tourmentes que naissent les héros. Voilà, donc là on est plutôt sur un fond de Grande Dépression, donc plutôt dans les années 30. C'est une époque que j'aime beaucoup, la Grande Dépression, mais c'est une époque que je ne connais pas plus que ça. Donc c'est vraiment l'occasion de lire un petit peu plus de romans sur cette époque. Et puis je viendrai très vite vous en reparler parce que vous vous doutez bien que du Christine Anna, je ne vais pas le faire traîner très longtemps dans ma palle. Ensuite, toujours au livre de poche, je me suis laissée entraîner par l'avis d'une collègue de mon conjoint, Chloé. Donc Chloé, si tu passes par là, merci beaucoup, parce que c'est elle qui m'a recommandé ce roman. Il s'agit du roman Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. C'est un livre que j'ai très peu vu passer sur les réseaux, donc je vous avoue que j'en ai pas... Enfin voilà, je m'appuie exclusivement sur l'avis de Chloé, mais je ne connais pas trop ce roman. En tout cas, la 4e de couverture me fait très envie. Ici, on est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis la 4e. Archiviste depuis 25 ans en Allemagne, Irène travaille à l'International Tracing Service, le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie. En 2016, elle est chargée de restituer des milliers d'objets recueillis à la libération des camps de concentration. Chaque objet, aussi modeste que bouleversant, renferme des secrets, une histoire, les chaos d'une existence brisée. De Varsovie à Thessalonique, Irène renoue les fils tranchés par la guerre et rencontre des vivants, éclairant le destin des victimes pour que la transmission et la vie l'emportent sur la tragédie. Et tout en menant l'enquête, elle se découvre de nouveaux horizons. Voilà. Bon, autant vous dire que ça me fait très envie. La Seconde Guerre mondiale, vous le savez, c'est une des périodes historiques que je préfère au niveau de la littérature, bien sûr, j'entends, parce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit une super période, mais en termes de littérature, je trouve que c'est une période sur laquelle on a beaucoup écrit et je trouve que c'est terriblement enrichissant. Donc celui-ci ne devrait pas trop tarder à être découvert et je pense que je vais le lire très vite. Dans la même veine, cette fois-ci, on part sur un roman grand format, mais on est dans la même période.
On est sur un roman que j'ai également très peu vu passer, donc je crois même que, voilà, pour le coup, je l'ai pris en librairie parce que la quatrième de couverture et la couverture m'appelaient, c'est tout. Je ne l'avais pas vu passer du tout. Il s'agit d'un roman de Grégory Singal, ou Singal, je sais pas comment ça se prononce, publié chez Grasset. Et donc c'est un roman qui s'appelle Les derniers sur la liste. Donc on est sur un roman docu-fiction un petit peu, parce qu'on est sur un roman vrai quand même. Septembre 1944, condamnés à mort, trois officiers de renseignement alliés attendent au bloc 46 du camp de Buchenwald. Le commandant Forrest Yeo Thomas, le capitaine Harry Pelevé, le lieutenant Stéphane Hussel. Plusieurs de leurs compagnons d'armes ont déjà été exécutés, ils sont les derniers sur la liste. Une course contre la montre s'engage. La résistance clandestine du camp ne dispose que de quelques jours pour les sauver, en leur donnant l'identité de cobayes humains sacrifiés pour la mise au point d'un vaccin contre le typhus. Mais il n'y a aucun mort de rechange disponible au bloc 46. Voilà, bon écoutez, moi ça me tente beaucoup. On n'est pas sur un roman qui est très très long puisqu'il fait 300 pages, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Mais voilà, on est sur quelque chose que je n'avais absolument pas vu passer, mais qui à mon avis vaut son petit pesant de cacahuètes, ou son pesant d'or comme vous le souhaitez. Les deux prochains romans que je vais vous présenter sont des romans pour le coup que vous avez dû voir passer un nombre incalculable de fois, puisque on n'entend presque que parler d'eux en ce moment sur les réseaux. Le premier, je n'ai pas pu m'en empêcher, on est sur une saga historique et vous le savez, les sagas historiques c'est vraiment le truc que je préfère au monde, je pense. Hein. Donc voilà, ça fait assez longtemps que je n'ai pas commencé de nouvelles sagas historiques, j'en ai dans la palle hein, qui m'attendent, mais ça fait longtemps que j'en ai pas commencé de nouvelles et il va falloir parce que je suis en train de me dire que j'ai presque fini la plupart des sagas historiques que j'avais en cours. Ou alors si je les ai pas terminées, elles sont sur le point d'être terminées. Typiquement la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, il me reste le dernier tome. La saga des héritières de Lovenoff, il me reste le dernier tome aussi. Je suis à jour sur la saga de Karine Pitoki. Donc globalement, j'ai bien avancé sur mes sagas historiques et ça me donne très envie d'en commencer une nouvelle. Et ce sera peut-être avec ce roman que je commencerai. C'est un roman publié chez Verso. Il s'agit de cette saga. Les filles d'Irlande, le secret de Dever Hill, qui est le premier tome, écrit par Santa Montefiore. Et on est sur un roman qui se passe, bien évidemment, vous l'aurez compris, en Irlande. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Irlande 1900, l'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes. Kitty Dever Hill, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de Dever Hill et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elles partagent pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les deux amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de Dever Hill et tous les souvenirs qui leur renferment. Oh, j'ai qu'une envie là, c'est de le commencer maintenant. Voilà. J'aime beaucoup l'histoire de l'indépendance de l'Irlande. C'est une période que je connaissais pas trop et j'ai commencé à m'y intéresser avec Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Livre que je ne vous recommande pas plus que ça parce que personnellement j'avais pas franchement apprécié ma lecture, enfin en tout cas pas plus que ça, mais j'avais bien aimé le côté historique et j'avais particulièrement aimé toute cette histoire d'indépendance de l'Irlande. Et rien que pour ça, ça me donne très envie de commencer celui-ci et de voir ce que nous propose Santa Montefiore pour cette belle nouvelle saga historique. Pour information, sachez que, je sais plus où je l'ai vu, ah voilà, là, le deuxième tome sort en décembre. Donc il s'agira de Les héritières de Dever Hill, le tome 2 de la saga Filles d'Irlande. Voilà. Est-ce que je vais acheter le tome 2 ? C'est fort probable. Et l'autre roman que je voulais vous présenter, alors là pour moi on n'est pas trop dans de l'historique, on est plutôt sur de la saga familiale pure et dure. Peut-être même saga familiale à inspiration un peu gothique sur les bords parce qu'il y a une histoire de malédiction.
Donc voilà, donc ne le prenez pas comme un roman historique pur et dur parce que je ne pense pas qu'on puisse le catégoriser dans ce style de littérature. On est donc sur un roman qui a été publié chez HarperCollins dans leur superbe édition Au gré du monde, et donc nous sommes sur un roman écrit par Adrienne Young, Parmi les fleurs bruissent les secrets. Alors, quand même, je m'attarde un petit peu sur la beauté de ce roman. Vous avez vu quand même cet objet livre qui est magnifique, avec ce jaspage, mais qui est merveilleux, il faut le dire. Donc forcément que je ne pouvais que craquer pour ce roman. En plus de ça, je n'en entends que du bien, vraiment. C'est un peu comme le premier tome de la saga Fille d'Irlande, là, je n'en entends que du bien. Donc là, vraiment, je n'avais qu'une hâte, c'était de l'avoir entre les mains. Je vous lis également la 4e de couverture. Dans une petite ville cernée par les montagnes en Caroline du Nord, aux États-Unis, June Farrow attend que le destin la retrouve, car les femmes Farrow sont connues pour leur ferme florale, mais aussi pour la mystérieuse malédiction qui les frappe l'une après l'autre. Depuis un an, June voit et entend des choses qui n'existent pas. De légers carillons éoliens, une voix l'appelant par son nom et une porte mystérieuse apparaissant de nulle part, autant de signes qui lui annoncent le début de sa longue déchéance. Pourtant, après la mort de sa grand-mère, June se risque à toucher la porte qui continue de surgir devant ses yeux ébahis et à en franchir le seuil. De l'autre côté, l'attend un voyage à même de changer à la fois le passé et le futur, la vérité derrière les mystères qui tourmentent sa ville et une histoire d'amour maudite. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, on est quand même sur une histoire qui a, à mon avis, quelques petits soubresauts de fantastique. Donc on n'est pas sur quelque chose d'historique, on est vraiment plutôt sur une saga familiale, mais en tout cas, ça me donne terriblement envie. Le prochain roman que je vais vous présenter fera une transition parfaite entre les deux genres littéraires de cette vidéo book haul, puisqu'on est à la fois sur un roman avec un petit tournant historique et également à la fois sur un roman qui parle de disparition, de meurtre, d'accidents, etc. Donc c'est très bien. On est sur un livre que je n'ai absolument pas acheté pour le coup. Là, on est sur un livre que j'ai récupéré en boîte à livres. Il s'agit de Un destin sauvage, si sauvage, de Iga Vesper. Autrice que je ne connais pas. J'ai dans ma palle un long, si long après-midi que je n'ai pas encore lu. Mais je sais pas pourquoi en fait les 4e de couverture de ces romans m'attirent énormément. Donc à chaque fois je me dis bon bah on y va, on prend et puis on verra, même si j'ai pas encore découvert la plume de l'autrice. Bon là en l'occurrence c'est un livre que j'ai récupéré en boîte à livres, donc s'il ne me plaît pas, il retournera en boîte à livres, c'est tout. Je vous lis la 4e de couve. 1934 dans le sud des États-Unis, Cornelia, tenancière d'un hôtel peuplé de vagabonds, est le genre de femme qui dérange. Devenue l'objet de toutes les convoitises après s'être lancée à la recherche d'une mine d'or, elle s'évapore sans laisser de traces dans les montagnes désertiques du Nouveau-Mexique. 1970, sa petite fille Glitter est une hippie déboussolée. Quand une mort suspecte survient, elle ne croit pas à l'accident. Avec Johanna, ancienne policière, elle décide de faire la lumière sur ce crime qu'elle sait lié à la disparition inexpliquée de sa grand-mère 40 ans plus tôt. Voilà, donc écoutez, ça me tente bien, on est sur une histoire de... de disparition, de secret de famille, je pense, quelque chose qui se passe aux États-Unis en 1930 sous un fond un peu de recherche de mine d'or. Bon, écoutez, je pense que ça devrait me plaire. J'enchaîne ensuite avec un premier tome d'une trilogie pour le moment. Alors je sais pas si ça va rester une trilogie ou si ça va continuer, mais en tout cas on est sur un premier tome de roman policier. Premier tome qui est publié chez Gallmeister dans la superbe collection Totem. C'est celui-ci. On est donc sur Wayward Pines, épisode 1, Révélation, écrit par Blake Crouch. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais moi j'en ai pas mal entendu parler et franchement ça me donne terriblement envie. Toutes les personnes qui m'en ont parlé m'en ont dit que du bien et pour le coup je pense que je vais aimer. Donc on est encore sur une histoire qui se passe aux États-Unis parce que la maison d'édition Gallmeister est quand même réputée pour publier des romans qui se passent aux États-Unis avec beaucoup de littérature américaine, donc c'est le cas. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience seul et blessé en pleine rue de Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho.
Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver d'autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsque Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Voilà, et ce qui a clairement achevé de me convaincre, c'est la petite phrase que vous avez en dessous, qui nous dit « Les fans de Stephen King, Peter Straub ou Paul Wilson vont adorer ce thriller complètement captivant. » Bon, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je pense que ce sera parfait pour la saison automnale. Je passe maintenant sur les 3 romans qu'il me reste que j'ai sur liseuse. Parmi ces 3 romans, j'ai 2 services de presse comme je vous le disais. Le premier, c'est un service de presse gentiment proposé par la maison d'édition Mera Édition, qui est une toute nouvelle maison d'édition lilloise de mémoire. Et par NetGalley, bien sûr, vous savez que je travaille beaucoup en partenariat avec NetGalley. Et donc ce roman s'appelle Ils n'ont rien vu, c'est le dernier roman de l'autrice Andrea Mara, qui est une autrice irlandaise, il me semble. Et donc, je vous lis la 4e de couverture que j'ai sous les yeux. Votre fille aînée disparaît, imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien à l'heure de pointe. Vos petites filles sont devant vous et montent dans le wagon qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment. Le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Tout le monde ment, vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos enfants ont été pris en charge par la sécurité. Quand vous arrivez, on ne vous rend pas vos 2 filles, mais seulement votre cadette, celle de 2 ans, à peine capable de parler. La vérité vous échappe. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il plus proche de vous que vous ne l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment. Et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Voilà, alors autant vous dire que ça me fait très très envie. On est quand même sur le roman phénomène numéro 1 au Royaume-Uni. Visiblement, enfin ça me fait un peu penser sur la 4e de couve et dans la façon de raconter au roman de Paula Hawkins. Donc vous savez, c'est l'autrice qui a écrit La fille du train notamment. Et donc voilà, donc là ça me fait un peu penser à ça. Donc j'ai hâte de découvrir la plume d'Andrea Mara. Et de voir un petit peu ce que ça donne. C'est un roman qui fait 320 pages sur liseuse, donc je pense que ça va se lire très rapidement. Et en toute honnêteté, je pense que ça va être ma prochaine lecture, puisque comme je vous le disais, c'est un service de presse, donc je n'aime pas les faire traîner. Autre roman que j'ai sur liseuse, mais cette fois-ci c'est un roman que j'ai acheté. Il s'agit d'un roman de Alice Finet qui est publié chez Hauteville, et le roman s'intitule Daisy Darker. C'est la lecture que j'ai choisi de lire pour Halloween, tout simplement. Donc, on est encore une fois sur quelque chose d'assez flippant et d'assez mystérieux. Je vous lis la 4e de couverture. Lorsque la marée montera, ils seront coupés du reste du monde. Lorsqu'elle redescendra, plus rien ne se passera comme avant. Perché sur une île des Cornouailles, vers de mer, la demeure ancestrale de la famille Darker est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darkers s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués les uns après les autres au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Voilà, bon bah alors là, autant vous dire que ça me plaît bien. On est sur un huis clos un peu à la Agatha Christie dans Ils étaient 10. J'allais dire 10 petits nègres, mais ça c'était le titre original, donc Ils étaient 10. Et franchement, ça me tente énormément. C'est un roman, le roman d'Agatha Christie que j'avais vraiment adoré. Ils étaient 10, pour moi c'est un de mes préférés de l'autrice. Donc Daisy Darker, bon même si on n'est pas sur du Agatha Christie, je pense que ça va être un petit peu dans la même veine et honnêtement je pense que ça va beaucoup me plaire. Et dernier roman de ce gros book haul, c'est un service de presse pour le coup. On est sur un roman qui est édité chez Talent Édition. Donc c'est une nouvelle maison d'édition qui vient tout juste de lancer sa série de comédies romantiques de Noël.
Et donc j'ai obtenu ce partenariat grâce à Talent Édition et grâce à Ned Gallet, donc merci, merci, merci beaucoup. Et donc forcément on est sur une comédie romantique de Noël. Alors vous le savez, moi je suis une lectrice assez saisonnière, donc je vais attendre un petit peu avant de le lire, enfin je vais au moins attendre le mois de novembre, parce que là, lire un roman de Noël en octobre, pour moi c'est juste pas du tout concevable, donc on va attendre. Mais du coup j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman et cette nouvelle maison d'édition, et également par la même occasion. Donc il s'agit du roman Snowed In de Catherine Walsh. Je ne vous lis pas la 4e de couverture, c'est le seul roman pour lequel je ne le ferai pas, pour la simple et bonne raison qu'on est sur une comédie romantique de Noël, et je trouve que déjà dans les comédies romantiques de Noël, il n'y a pas beaucoup de suspense, c'est-à-dire qu'on sait en règle générale ce qui se passe à la fin du roman quand on commence. Donc si en plus je lis la 4e de couve, bon, je pense que vraiment il n'y aura pas beaucoup de suspense et pas beaucoup de surprises, et ce serait vraiment dommage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une histoire de fake dating. Donc on est sur 2 personnes qui sont originaires du même village et qui vont être contraints de revenir dans ce village et qui vont se faire passer pour un couple. En gros, on est à peu près là-dessus. Voilà, tout ça sur un fond noëlesque très présent, et j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai hâte d'arriver à la période de Noël, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai quand même envie de profiter de l'automne, de profiter de mes lectures automnales, de mes lectures gothiques, de mes thrillers, de mes petites frayeurs annuelles, on va dire. Donc je le garde pour le mois de novembre. Je le ferai pas trop traîner quand même parce que ça reste un service de presse. J'espère que cette petite vidéo surprise vous aura plu, que vous aurez fait quelques découvertes avec moi et que, que ça vous donnera envie de craquer également. Si vous avez des avis lecture à me donner sur ces romans, surtout n'hésitez pas. Vous savez à quel point je regarde à chaque fois avec beaucoup d'attention tous les avis que vous pouvez me donner sur les romans. D'ailleurs vous êtes souvent source d'inspiration, et c'est grâce à vous souvent que j'achète des livres. Pour n'en citer qu'un seul, je peux vous citer, enfin vous remontrer celui-ci. Donc n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous avez pensé de ces romans. Je pense que vous êtes déjà très nombreux à avoir lu ce roman-là et également celui-ci, donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Et puis sur les autres qu'on a un petit peu moins vu passer sur les réseaux, n'hésitez pas non plus, parce que pour le coup, je suis assez curieuse d'avoir votre opinion par rapport à ces lectures. Sur ce, moi je vous propose qu'on en reste là. On se retrouve dès jeudi pour un nouveau carnet de lecture, et d'ici là je vous souhaite d'excellentes découvertes livresques. Allez, ciao!